Les heures miroirs, pour moi, c'est pas forcément des messages. On explique ça dans le, dans le courant New Age ou autre, que c'est les anges ou machin. Puis sur Internet, ils vous mettent pour chaque heure une signification. Puis c'est relié à la numérologie, à la Kabbale, bien sûr, aussi. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est le côté neurologique, dans un deuxième temps. Je vais parler de ça en premier. Il y a le côté neurologique où, bah, quand on a l'habitude de. Par exemple, quand on apprend un nouveau mot, eh bien, on a tendance à l'entendre de plus souvent. Puis on a l'impression que c'est comme si les gens se mettaient à le dire là où ils ne le disaient pas avant. C'est peut-être vrai après, allez savoir. En tout cas, pour moi, là, enfin, je suis d'accord avec tout le monde, à moins de basculer sur la théorie magique. Euh, c'est que bah, tout simplement, on a une attention plus focalisée sur le nouveau mot. C'est comme si c'était ce mot, c'est comme s'il était dans une mémoire plus superficielle, plus facilement accessible. Là où il y a d'autres mots, même à l'inverse, on n'y fait même plus gaffe. On n'y fait plus gaffe. Un peu comme quand je dis des E tout le temps. Et puis, pareillement, une fois, ces fameux E que je n'entends pas vraiment, ou que, enfin, des fois c'est un peu fatigant d'essayer de contrôler le truc comme ça. Je peux pas être dans le contrôle total de mon élocution, justement, si je veux pouvoir parler correctement, parce que ça devient fatigant en fait. Il y a comme une espèce de retenue en fait. Ça freine. Ça freine, ça frotte et puis ça fatigue. Alors que quand la parole coule sans retenue, bah ça fatigue pas en fait. Je le vis comme ça en ce moment. Et donc je faisais le rapport avec les. Oui voilà. Avec le côté neurologique. Enfin, neurologique. Il faut bien dire des noms, des mots. Côté cerveau quoi. Côté terre à terre. Cartésien. Cartésien est dans la croyance populaire. Parce qu'on se croit cartésien, mais on est surtout gavé de mémoire cartésienne aussi. Tout comme ceux qui se disent aussi tous. Enfin, c'est pas que pour les cartésiens, c'est pour tous. Les spirituels et tout ce qu'on peut imaginer comme autre catégorie, bah, eux aussi, il y en a qui sont les spirituels, ceux qui se disent comme ça, branchés au tout ce qu'on veut, New Age ou chrétien, peu importe. Ils sont aussi gavés de mémoire spirituelle, religieuse, chrétienne. Même les athées sont gavés de mémoire chrétienne. Ouais. Ouais, et c'est dur dès le matin. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie-là. On a capté le truc, quoi. Que, que quand on commence à voir des heures miroirs, notamment certaines, à mesure où ça se répète, eh bien, on engramme hein, ces expériences-là. Ça se grave comme si ça se regravait de plus en plus en profondeur sur la même gravure. Et de là, bah, ça saute de plus en plus à notre attention, plus facilement. Et c'est ce qui fait qu'on fait l'expérience de répétition. Et cette expérience de répétition, elle nous fait avoir l'expérience d'une coïncidence. Une coïncidence holistique,
comme quoi il n'y aurait pas vraiment de rapport de cause à effet, à part euh, dans un côté, on pourrait dire mystique des choses. Ou dans notre monde en 3D, il se passerait des causes à effet qui passeraient par une quatrième dimension. D'où le fait qu'on voit pas. Oh, dur. D'où le fait qu'on voit premièrement une corrélation dans quelque chose parce qu'il y a répétition. Par exemple, dans mon cas, moi, c'est le fait de voir 17h17. Et voulant y voir un message, parce que ça paraît tellement curieux, quand ça arrive 3 jours d'affilée, ça commence à être curieux un peu. Vous portez votre attention sur un événement, le même événement. Donc de là, on a envie de croire à ce qui est un peu fantastique, à ce qui nous fait rêver, et peut-être même aussi ce qui nous fait peur. Et de là, pour mon cas, j'ai consciemment, inconsciemment, sciemment ou pas, j'ai cherché à participer à cet événement, en fait. Et lui donnant de l'attention, et je me suis ouvert je pourrais dire, à artificiellement rendre l'expérience plus grossière, plus palpable à mon ego. Dans une volonté de tester le phénomène. Et c'est justement ça, cette volonté de tester le phénomène, qui rend le phénomène heure miroir répétitive possible. Et ça rend le phénomène tangible. Et plus cette tangibilité se fait palpable, plus il y a une espèce d'autoconfirmation, une espèce de croyance que quelque chose jouerait sur les événements, sur notre attention, pour nous faire mettre le doigt sur quelque chose. Ce qui est totalement probable sur un plan psychologique où je vois pour moi-même que selon ma capacité à tirer du sens des choses, je vais être amené à des événements. Donc c'est pas que je suis amené vraiment à des événements, c'est pas qu'il y a un moi-même vraiment inconscient, je pense, qui m'amène à des événements ou machin, ou mon esprit et tout. C'est pas forcément ça. Si je veux être cartésien, c'est tout simplement quand la vie t'apporte un citron, fais-en une citronnade, quoi. C'est tirer les leçons, hein. Tirer les leçons des choses, tirer les leçons, la substance des choses, la moelle. Et quand je dis tirer les leçons des choses, c'est aussi être capable de voir la valeur de ce qu'on apprécie, parce que des fois on apprécie des choses parce qu'elles ne sont pas négatives, et des fois on est même neutre envers ces choses-là, que ce soit des événements, n'importe qui, des gens, des objets, tout ce que vous voulez. Même une couleur, un son. Voilà, ça y est. C'est l'heure de la coupure du fil d'Ariane. C'est pareil aussi. Ça rentre en corrélation avec ce que je dis, le côté de fil d'Ariane. Là, je commence à en faire référence et ça s'imprime en fait. Ça s'engramme. Ça s'engramme et puis après, on va voir à quel point il va y avoir une croyance qui s'installe là-dessus.
Puis la réalité de cette croyance, en plus, on l'alimente, non, on la rend tangible, d'autant plus qu'on l'alimente. On la rend, quand je dis tangible, ça veut dire qu'on la rend expérientielle, en tant qu'on en fait de plus en plus l'expérience, et on est de moins en moins capable de remettre en cause ce qui se passe. Ouais. C'est aussi ça la croyance, un petit peu sous toutes ses formes, c'est l'incapacité de remettre en cause aussi, hein. Sans forcément, quand je dis remettre en cause les choses, ça ne veut pas dire partir dans ce qu'on considère son altérité. Souvent, quand on croit à s'éloigner d'un mensonge, on se dit que de par ce mensonge, on ne peut aller que vers la vérité, mais on peut très bien aller d'un mensonge à un autre mensonge. Il suffit juste de croire que ce mensonge vers lequel on va, c'est la vérité. Parce qu'on a vu que la vérité dans laquelle nous étions est devenue mensonge à nos yeux. Mais l'altérité d'une chose n'est pas nécessairement, oui, l'extérieur de cette chose. Donc j'avais dit qu'il y avait un côté plutôt neurologique dont j'ai parlé. Et il y a un côté dont on va dire que c'est spirituel, c'est mystique, c'est holistique. Et pourquoi pas aussi de l'ordre de la croyance. La pensée magique même. C'est difficile à déceler la pensée magique. Ce qu'on appelle ce, ce mode intellectuel de croyance. Mais à un moment donné, de toute façon, quand on prend le système intellectuel tel qu'il est, pour définir son propre réel, cartésiennement, pour autant que ça veuille dire quelque chose, il a besoin d'avoir la preuve que la table elle existe. Donc il va toucher la table éventuellement, ou il va la regarder, ou il va entendre quelqu'un taper dessus, il va la lécher, il va y avoir un de ses sens qui va rentrer en résonance avec cette table, en relation. Puis de là, il va se dire qu'il y a une table qui existe. Il peut y avoir un cartésien encore plus cartésien qui va lui dire tu l'as vu, mais est-ce que tu l'as touché? Tu l'as entendu, mais est-ce que c'était bien elle? Et de là, il y en a un qui va la toucher, cette table. Il va même l'examiner par rapport à tous ses sens. Il va la faire sonner, tout ça. Mais il y en a un autre encore plus cartésien encore, qui va dire est-ce que t'as pas pris un hallucinogène? Est-ce que t'es bien sûr que ce que tu touches, c'est pas juste quelque chose de virtuel interprété comme réel par ton cerveau? Et ainsi de suite, il y en a un qui va dire après que ce cerveau dont on a pu établir qu'il va bien, ben, qu'est-ce que c'est que le concept de cerveau, tout ça? Qu'est-ce que c'est que... À partir du moment où... On voit bien qu'à partir du moment où on élargit le cadre de, 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 de perception conjuguée à la croyance,
vis-à-vis des éléments dont on sert, en premier lieu les sens, puis admettons en deuxième lieu le questionnement sur ces sens. Parce que par exemple, même vous regardez à travers l'écran de ce qu'a filmé une caméra. La caméra, elle a son objectif propre, elle a sa déformation dans ce qu'elle capte. Puis il y a l'enregistrement, la bande magnétique. Est-ce qu'elle enregistre vraiment quel pourcentage de ce qui est capté réellement? Notamment par exemple dans un film cinématographique, vous n'avez pas tout ce que pourrait capter une image. Il y a 24 images par seconde, par exemple. Je crois que c'est ça. Plus même, ça dépend des films. Mais vous avez un nombre d'images par seconde toujours. Et tout ça, compressé, ce n'est qu'une succession d'instants. Il n'y a pas de cinétique dans le cinéma proprement parlé. C'est l'illusion de la cinétique. C'est la capture et la restitution partielle d'une cinétique. Je vais prendre une feuille. Je vais noter les trucs au fur et à mesure, ça va être mieux, je pense. Donc alors, je me refais le sommaire, pas le sommaire, le grammaire. Je voulais parler de deux catégories, de deux manières de voir les choses. La cartésienne, la intellectuelle, et puis la holistique. Voilà, j'étais en train de dire que l'intellect, il est efficace surtout pour déterminer des preuves, comme je viens de parler du mec qui touche la table et tout, et puis du mec qui finit par le contredire de cette preuve en appliquant à un contexte encore plus large qui est carrément le questionnement sur la perception elle-même. La question, pas mal. Et donc de là, on voit que si on veut regarder scientifiquement les choses en tant qu'une preuve, c'est une preuve, bah, il arrive souvent des cadres. Après, j'ai pas tout étudié, mais il arrive souvent des cadres où les choses ne finissent par plus tenir, les preuves ne tiennent plus à partir du moment où la preuve peut être falsifiée. Ouais. Et aussi, selon comment on regarde les choses plus largement, bah, ce qu'on appelle une preuve au départ peut finir ne pas être qu'une hypothèse possible en fait. Voire même elle peut devenir carrément fausse en tant que des éléments supplémentaires vont venir invalider. Et ces éléments, ils viennent d'un cadre plus grand, plus large. Du moins, le cadre s'agrandit à mesure où on y accepte des éléments de comparaison qui nous servent de terrain de modulation d'idées pour en arriver à une conclusion qui va être utile dans la matière. Par exemple, une nouvelle technique pour faire du feu, par exemple. Le gars d'avant, il faisait comme ça, bah, nous, comme on est gaucher, bah, on va faire comme ça, et puis de là, on va même faire une autre technique.
Et puis, ça peut être aussi tout simplement pour rassurer la psychologie. C'est comme ça plus souvent même. Rassurer l'ego. Lui dire que l'univers est peut-être pas si grand que ça, lui dire que... Enfin, se fait dire ça. Il se fait rassurer pour pas flipper tout simplement. Et les croyances, ces croyances qui servent à rassurer l'ego, enfin, dont j'observe que c'est comme ça pour moi, en tant que je suis capable d'y donner un sens comme ça. Hein. Après, je m'accroche pas de ça. Moi, je m'accroche pas à ça. J'explore tout simplement. Après, je fais ma vie dans la matière. Hein. Donc, oui, voilà. Donc, l'ego, il a besoin d'être rassuré selon ses croyances et par des croyances. Et puis, ce besoin d'être rassuré et ce besoin d'avoir des croyances, et bah, ça vient aussi du fait que il va être exposé aussi à des choses. Dans l'exemple simple où il peut pas, de par lui-même, si simplement croire ou ne pas croire qu'il y a des extraterrestres, surtout si on lui en a jamais parlé. Peut-être que de lui-même, dans sa vie, il va peut-être imaginer des choses de cet ordre, puis il appellera ça même avec ses propres mots, peut-être, parce que le mot extraterrestre n'existera pas. Donc il inventera peut-être un terme où il sera peut-être bloqué même, parce qu'il n'aura pas les termes. Et puis il y a celui qui est très répandu, qui a vécu dans une culture médiatique où les petits aliens, les petits hommes verts, tout ça sont présents. Et donc à un moment donné, ça lui est naturel, ne serait-ce que par fantaisie, de se demander si c'est vrai ou pas. Et puis de là, selon comment il va penser à des méchants ou à des gentils, ça va lui faire plaisir ou ça va l'inquiéter. Mais s'il n'avait pas baigné là-dedans, peut-être qu'il divaguerait sur d'autres choses. Après, divaguer, c'est pas dans le sens péjoratif, bien sûr. Donc on se fait tous on se fait on se fait tous un petit panel de croyances comme ça, notamment selon les espérances. Puis je vois que certaines espérances, elles peuvent venir de crainte, parce que espérer quelque chose, c'est déjà quelque part avoir peur que ça vienne pas, ou s'en inquiéter en tout cas, s'en préoccuper. Ça peut être très sain après dans la matière de se préoccuper de certaines choses. Vous vous préoccupez de voir si vos lacets sont faits. Quand vous n'avez plus beaucoup d'essence et que vous conduisez, vous espérez ne pas tomber en panne jusqu'à ce que vous arriviez à la pompe à essence. Puis entre-temps, il se passe ce qui se passe. Mais espérer, par exemple, garder un boulot parce qu'on a la crainte de ne pas pouvoir avoir
bah, ce qui nous permet de remplir le frigo après, ou la notoriété que notre statut social nous donne. Avoir peur de devenir un chômeur, un sale chômeur, alors qu'on est actuellement à un cadre à 10 000 balles par mois, je ne sais quoi d'autre. Eh bien, là, ça peut devenir désavantageux, hein. Parce que peu importe que nos craintes se produisent ou pas, à partir du moment où elles vont être dans un, dans un non-futur imminent, où vous craignez des choses dans les jours à venir, peut-être même dans les heures à venir ou dans les années à venir, on accumule une espèce de crainte comme ça. Et ça peut durer toute la vie même. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé au, au calendrier, à l'échéance d'où peut se produire le truc, et que l'occasion ne se produira plus après, mais ça peut durer toute la vie. Si on a peur, je sais pas, des araignées et que bah, tout le temps une araignée peut survenir, ben, on va avoir cette crainte latente en nous, par exemple. C'est comme un poids mental, qui pèse pas lourd, mais qui s'accumule en fait, hein. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, et dans les petits poids mentaux, les petits poids mentaux, hein, bah, ça peut faire tout un sac de petits poids. Ce qui pèse 1 gramme finit par peser 1 kilo, et même 1 tonne. Puis quand vous en arrivez à la tonne de petits pois, vous pouvez même plus voir les petits pois qui pèsent eux-mêmes directement 1 kilo, là où vous les auriez sentis avant. Oh, ça va vraiment être un enregistrement de merde, hein. J'arrête pas de ne pas me rappeler de ce que je disais avant, ça me saoule. Mais je vais mettre en place un. Enfin, je vais ou je vais pas le faire, parce que de toute façon, je pourrais le faire dès maintenant, j'ai toujours pas fait. C'est pas mal, je trouve, de noter par exemple les grandes lignes à chaque fois. Ça m'évite d'avoir à reparcourir la mémoire là. Hmm. Ça me dit que je pourrais aussi. Ça me fait rire. Ça me dit que je pourrais aussi essayer d'être. Ça me dit quoi? Moins arrogant, un truc dans le genre. Et de pas essayer de. Comme j'ai ce défaut, enfin, pas ce défaut, j'ai ça en moi d'être perfectionniste, c'est un défaut ou pas, hein. Parce que je veux le bon mot, je veux la bonne expression, je veux le savoir. Ouais, ouais, ouais. En fait, je fais les deux en même temps. Et ça me dit de tester de parler moins bien pour voir si j'ai toujours cette mémoire qui me paraît défaillante. Enfin, du moins, je, elle me permet de construire des choses. Je vois pas le. Quand je dis défaillant, je vois pas du tout ça comme péjoratif. C'est un prétexte à l'exploration. Un caillou nous gêne et on retire notre chaussure pour voir s'il y a bien un caillou qui nous gêne. Puis s'il est là, on le vire. Puis
la vie continue. Puis qui sait, ce caillou, c'était peut-être une pépite d'or. Bah oui, il n'y a pas que le négatif dans l'observation, il n'y a pas que le... Quand on est dans l'observation, dans la vigilance, bah, il y a aussi des... C'est par rapport à des craintes, on a des mémoires, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est intelligent d'avoir des mémoires qui nous font faire avoir une observation comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, bah, ce qu'on observe, même si ça paraît déjà pas beau au premier abord, parce qu'on sent que c'est gênant, puis quand on retire les chaussures, on voit que c'était bien un petit caillou, il faut regarder si c'est pas aussi le caillou, si c'est pas un petit diams, si c'est pas une pépite, ou si c'est pas un citron. Comme ça, vous pourrez en faire une citronnade. Le citron dans la chaussure. Ouais. Il y a de belles surprises à l'observation, l'introspection. Même si c'est vrai que bah, j'observe ça pour moi, j'observe ça un peu partout autour de moi, c'est assez universel. C'est qu'il y a besoin d'une certaine dose de souffrance, de conneries. Bah, pour observer ce truc-là, ça nous fait réagir, et puis bah, voilà, on passe à autre chose pour une vie plus confortable, pour une vie plus belle, plus sensée, plus sereine. Je ne devrais même pas dire plus sereine, mais moins inconfortable, moins tourmentée. Parce qu'on ne peut pas être plus serein. Si on veut être plus serein, c'est déjà qu'on l'est pas. Hmm. En fait, limite, il faudrait que je fasse des formats short, 1 minute,